Bourbons de France et d'Espagne. Sujet brûlant dans les milieux royalistes français puisque en dépend la désignation ou la reconnaissance du prétendant légitime au trône de France, ou du titulaire légitime du trône de France. D'un côté, Monseigneur le comte de Paris, le prince Henri d'Orléans, aîné des Bourbons de France, ou alors, du côté des Bourbons d'Espagne, son lointain cousin Louis-Alphonse de Bourbon, aîné des Bourbons d'Espagne. Alors nous tentons, je voudrais dire que nous n'allons pas entrer dans cette polémique, mais nous efforcer de rétablir des faits historiques, de donner des éléments de réflexion en laissant à chacun la liberté ensuite de faire son choix. Je tiens à dire que si j'ai moi-même une préférence dans la matière, qui est assez connue, les arguments des uns et des autres me semblent respectables et discutables, c'est-à-dire que ce sont des arguments qui peuvent être discutés, en ce sens du mot discutable. C'est pourquoi je n'entrerai pas ici dans ce débat de nature politique, simplement pour rappeler un certain nombre d'éléments historiques. Alors, il n'y a plus de Pyrénées. On se souvient de la phrase de Louis XIV, le 16 novembre 1700, à Versailles, lorsqu'il a présenté son petit-fils, le duc d'Anjou, Philippe duc d'Anjou, aux membres de sa cour, en disant « Messieurs, voici le roi d'Espagne ». Il déclarait ainsi officiellement qu'il acceptait la couronne d'Espagne pour ce petit-fils, Philippe d'Anjou, en tant que descendant donc, de Marie-Thérèse, qui était donc l'épouse décédée de Louis XIV, qui était une infante d'Espagne. Marie-Thérèse d'Autriche, qui, comme son nom l'indiquait, était espagnole. Comment est-on arrivé à ce qu'un prince français, donc petit-fils de Louis XIV, alors j'ai installé un tableau derrière que je vous laisserai vous commenter au fur et à mesure. Je pense que vous ne voyez peut-être pas tout à fait tous les détails, mais ce qui compte, c'est les grandes lignes et les grandes branches que je vous indiquerai ensuite. Pour comprendre comment on arrive à ce qu'en 1700, un prince français soit amené à coiffer la couronne d'Espagne, il faut revenir de 2 siècles en arrière, à Charles Quint, à l'époque où les Habsbourg encerclaient la France comme dans un étau. Charles Quint, je vous rappelle, possédait à la fois, était à la fois empereur allemand, il y avait des possessions en Autriche, des possessions dans les Pays-Bas, l'actuelle Belgique également, et puis bien sûr il était roi d'Espagne. Espagne avec ses colonies, riches colonies d'Amérique et d'Asie. Donc ça a été pour les Bourbons, à partir d'Henri IV et ensuite Louis XIII, Louis XIV, tout un travail permanent, une œuvre permanente pour essayer de desserrer cet étau des Habsbourg qui enserrait la France comme ça et qui menaçait la France à la fois au sud et à l'est. Les mariages, à côté des guerres nombreuses qui ont eu lieu, il y a eu aussi un certain nombre de mariages. Louis XIII épousant Anne d'Autriche, donc fille de Philippe III, et puis Louis XIV, qui était déjà sa cousine, puisqu'il y avait déjà eu un mariage à la génération précédente, et puis Louis XIV épousant, comme je le disais tout à l'heure, Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, qui était là, sa double cousine, je ne sais pas comment on peut dire, sa double cousine germaine, puisqu'il y a eu un mariage croisé entre les deux dynasties à ce moment-là, puisque Philippe IV, le père de Marie-Thérèse, a épousé Élisabeth de France, qui était la sœur de Louis XIII. Donc, Louis XIV, en épousant Marie-Thérèse, épousait presque une sœur. C'était vraiment très consanguin. Mais en même temps, ça permettait justement de rapprocher ces deux dynasties et de préparer justement ce qui va arriver en 1700, c'est-à-dire qu'un prince français puisse, de ce fait, hériter du trône d'Espagne. Alors cette dynastie des Habsbourg d'Espagne va dépérir progressivement au cours du XVIIe siècle. Tard héréditaire dû en particulier à une trop grande consanguinité, et le dernier donc de cette branche des Habsbourg d'Espagne, Charles II, qu'on surnomme El Echin, alors excusez-moi pour mon espagnol qui n'est pas tellement correct, El Hechizado, c'est-à-dire l'ensorcelé, voilà. Donc quelqu'un qui était à la fois malingre, stérile, chétif, et qui va mourir à 38 ans, donc en 1700, sans héritier direct. Alors il avait d'abord désigné comme héritier son petit-neveu Joseph Ferdinand de Bavière, qui meurt un an avant lui, en 1799, donc il refait un testament, et dans ce testament, il désigne un autre petit-neveu, donc Philippe d'Anjou, le duc d'Anjou, fils cadet du grand dauphin, donc petit-fils de
Louis XIV. Vous voyez, on part donc de Louis XIII, hein, j'ai mis Louis XIII parce qu'ensuite il faudra parler de la branche d'Orléans, donc là pour le moment on est dans la branche Louis XIV, le grand dauphin qui a deux fils, le duc de Bourgogne qui sera enchaîné, qui va régner en France, et puis le deuxième petit-fils est délégué pour devenir Philippe V d'Espagne, duc d'Anjou. Il était duc d'Anjou et donc il devient Philippe V d'Espagne. Il cesse d'ailleurs de devenir duc d'Anjou à ce moment-là. Ce prince, ce Philippe V, ce futur Philippe V, est un prince qui n'a pas encore 17 ans, il a été élevé, son précepteur a été Fénelon, donc c'est un prince intelligent, qui a une qualité politique évidente, mais le testament de Charles II est accepté par l'Europe, parce que bien sûr les autres pays d'Europe ont leur mot à dire pour cette affaire, à condition que les deux couronnes de France et d'Espagne ne puissent être réunies sur la même tête. Il faut donc qu'il renonce à ses droits éventuels en France. Alors est-ce que c'est possible d'abord? Est-ce que c'est possible pour un prince de France de renoncer à ses droits éventuels à la couronne? Puisque c'est un des thèmes qu'on oppose finalement à l'idée de dire que les Bourbons d'Espagne ne sont plus successibles en France. Alors est-ce que les Bourbons d'Espagne, en devenant Philippe V, en devenant roi d'Espagne, a-t-il ipso facto perdu ses droits à la couronne? J'ai essayé d'expliquer ça de manière très simple et très claire. Donc les lois de succession au trône de France, il faut savoir une première chose, n'ont jamais été écrites de manière systématique. Ce n'est pas un code, si vous voulez, un code législatif, un code légal qui serait véritablement, qu'on pourrait compulser de manière claire et précise. C'est un droit coutumier, hein, et un droit coutumier, par définition, évolue en fonction des circonstances. Un penseur royaliste célèbre, hein, Charles Maurras, pour ne pas le citer, a parlé à cet égard pour les Capétiens d'empirisme organisateur, c'est-à-dire on prend les choses telles qu'elles sont et on essaye de les organiser en fonction des circonstances et des événements qui arrivent. Bien, pour le droit coutumier de succession, c'est comme ça que les choses vont se passer depuis le début de la dynastie capétienne. Le pragmatisme capétien va résoudre les problèmes à mesure qu'ils se posent en fonction des réalités, au lieu de mettre en place des grandes constructions idéologiques, comme on fera à partir de la Révolution française, constructions idéologiques qui essayent de prévoir tous les cas et d'enfermer la réalité dans un mécanisme. Alors à l'origine de la dynastie capétienne, bien sûr, je vous rappelle Hugues Capet, élu, désigné par une assemblée de barons en 987, donc on a à l'origine une monarchie élective, puis cette monarchie élective, au cours des générations suivantes, grâce au fait que d'ailleurs tous ces premiers capétiens directs vont toujours avoir un fils en âge de leur succéder, cette dynastie va s'installer dans l'hérédité, d'abord par le fait que le roi en place va faire sacrer son fils aîné avant sa mort. Hein, il y a donc deux rois, mais ça permet, lorsque le roi meurt, que le fils soit déjà, je dirais, en place et soit déjà sacré, qu'il n'y ait pas besoin de discuter à nouveau la succession. Ça va exister jusqu'à Philippe Auguste, donc pendant à peu près 2 siècles, hein, après Hugues Capet. Et puis à partir de Philippe Auguste, comme l'hérédité dans la famille capétienne est bien installée, il n'y a plus besoin de recourir à cet artifice, et donc on va attendre la mort du roi pour que son successeur direct, son fils en l'occurrence, soit sacré. Donc le trône devient à ce moment-là, qui était finalement resté électif d'une certaine manière, hein, électif à l'intérieur d'une même famille, va devenir héréditaire. Et les premiers... comme je disais, les premiers Capétiens, il y a toujours eu un fils pour leur succéder. La question de savoir qui doit devenir roi ne se pose pas avant le XIVe siècle, lorsque, vous connaissez l'histoire, vont mourir successivement les 3 fils de Philippe le Bel, sans héritier mâle, viable. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là, hein, puisque jusqu'à maintenant, depuis 987, il y avait toujours un fils pour hériter. À qui est-ce qu'on doit passer à une femme? Est-ce qu'on doit passer à une fille? Est-ce qu'on doit passer à un cousin, etc. Et alors là, pour l'occurrence, on va exhumer, alors pas tout de suite, on va l'exhumer un peu plus tard, en tout cas réinventer en quelque sorte une loi ancienne qu'on appelle loi salique, qui était une loi des francs saliens, donc la tribu franque dont sont issus Clovis et les premiers rois, qui écartait les femmes dans un certain nombre de cas des successions territoriales. Ça n'avait absolument rien à voir avec la monarchie, donc c'est vraiment, je dirais, l'application d'une loi qui n'avait pas grand-chose à voir, mais ça a été un moyen, je dirais, habile de justifier en quelque sorte le fait que
on écarte les femmes de la succession et que ce ne soit pas donc le plus proche parent de Philippe le Bel, c'est-à-dire son petit-fils par sa fille, Isabelle de France. Philippe le Bel avait eu 3 fils, donc il avait aussi une fille, Isabelle, qui avait épousé le roi d'Angleterre, Édouard II d'Angleterre, et donc le fils d'Isabelle, Édouard III, se trouvait être le petit-fils de Philippe le Bel, donc il était quand même très très proche du trône, a priori, mais le fait d'écarter les femmes donc, de la succession fait que, eh bien, on se tourne plutôt vers le cousin, vers le neveu de Philippe le Bel, vers le cousin des derniers rois, qui est donc Philippe de Valois, donc une nouvelle branche des Capétiens arrive sur le trône à ce moment-là, par l'installation de cette fameuse loi salique, comme j'ai dit, qui était un peu une loi de circonstance. On utilise même des citations de la Bible, les listes ne filent pas. Jésus parle des fleurs des champs ne filent pas, etc. Alors, on avait traduit par les listes ne filent pas, donc si les listes ne filent pas, les listes ne peuvent pas être une femme, puisque qui file, ce sont les femmes. Voilà. Enfin, tout ça sont des arguties un peu qui ont été utilisés, mais pourquoi? Pourquoi cette loi salique, au-delà de l'anecdote? C'est parce que l'idée déjà apparaît à ce moment-là d'exclure un roi étranger, le fait que je dirais, accepter la succession par les femmes, vous savez, ça a été le cas d'ailleurs dans de nombreux pays d'Europe, et ça n'a jamais été le cas en France, c'est le fait qu'un prince étranger puisse justement devenir à ce moment-là roi de France, par le fait qu'il héritait en ligne maternelle, et donc il devenait... et donc, je dirais, la conscience nationale française va commencer à émerger à partir de ce moment-là, à partir de cette guerre de 100 ans, puisque bien sûr, Édouard III d'Angleterre n'a pas accepté de cette solution et va faire une guerre pour essayer de récupérer le trône de France. Et donc, petit à petit, au cours de cette guerre de 100 ans, et en particulier avec la geste de Jeanne d'Arc, on va avoir petit à petit l'idée que le roi de France doit être français, et doit être donc... Et donc, on associe cette fameuse loi salique à l'idée que le roi doit être français. D'ailleurs, à la Renaissance, donc un petit peu plus tard, un siècle ou deux plus tard, les historiens et les juristes vont expliquer de manière très claire que l'esprit de la loi salique, le but primordial de la loi salique, c'est d'empêcher que le royaume tombe entre des mains étrangères. Claude de Seyssel, par exemple, le juriste Claude de Seyssel, qui est mort en 1520, écrit « Car tombant en ligne féminine, la succession vient en main et pouvoir d'hommes d'étranges nations, c'est-à-dire de nations étrangères, qui est chose pernicieuse et dangereuse. Aussi, venant les successeurs de mâle en mâle, l'héritier est toujours certain qu'il est du même sang de ceux qui ont été auparavant. » Et il explique, alors, on commence à expliquer à la Renaissance, et là c'est un peu un anachronisme, mais on commence à expliquer que si Hugues Capet a été choisi en 987 contre Charles de Basse-Lorraine, qui était le dernier carolingien, le dernier de la branche carolingienne, c'est parce que le carolingien était vassal de l'empereur d'Allemagne, et donc d'une certaine manière étranger, même si effectivement au Xe siècle, cette notion n'était pas encore très claire. Un autre juriste, Charles Dumoulin, du XVIe siècle, dans les Coutumes de Paris, en 1576, écrit « Le bon sens exige que les princes du sang devenus étrangers », alors là, on rentre tout à fait dans notre affaire, le bon sens exige que les princes du sang devenus étrangers soient écartés du trône au même titre que les descendants mâles des princesses. L'exclusion des uns et des autres est dans l'esprit de la coutume fondamentale qui ne méconnaît le sang royal dans les princesses que pour ne jamais laisser le sceptre aux étrangers. Là, c'est une citation qui est très très importante parce qu'on revient à l'esprit des lois successorales françaises. Et comme je disais tout à l'heure, les lois successorales françaises sont une coutume qui s'est forgée petit à petit au cours des siècles et qui je dirais, s'est affinée à mesure que les cas nouveaux se présentaient. Et donc, on a, à partir de la Renaissance, déjà, l'idée que si on a exclu les filles, c'est parce qu'effectivement on risquait d'avoir un prince étranger, mais que de la même manière, un prince français qui devient étranger, s'installe à l'étranger, devient même souverain d'une nation étrangère, a fortiori va subir le même sort que s'il était en ligne féminine. Ainsi, au XVIe siècle toujours, pendant les guerres de religion, la loi salique, l'application de la loi salique va permettre d'écarter les prétentions, par exemple, de Philippe II d'Espagne, qui était marié à Élisabeth de France, sœur des derniers rois valois, et qui, à ce titre, prétendait devenir roi de France pour
écarter le futur Henri IV qui, lui, étant protestant, était considéré comme non dynastique. Donc, on va nous dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples? Parce que l'idée que le fait qu'un prince français devienne roi dans un autre pays, est-ce que ce fait-là, est-ce que ça lui fait perdre vraiment ses droits en France? Parce qu'il y a eu des exemples, nous dit-on, de rois, de princes français qui sont devenus rois à l'étranger, qui sont quand même ensuite devenus rois de France. Alors, bien sûr, il y a l'exemple d'Henri IV, qu'on nous sort toujours en nous disant que Henri IV était roi de Navarre avant de devenir roi de France. Alors d'abord, il était fils d'Antoine de Bourbon, qui était un prince capétien, descendant de Saint-Louis. Il n'a jamais abandonné sa nationalité française, d'autant que le royaume de Navarre, dont il était roi titulaire, n'était en fait qu'un titre presque honorifique, puisque la plus grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de la Navarre, avait été annexée par l'Espagne, déjà à ce moment-là. En revanche, la plupart des possessions et des fiefs que Henri de Navarre ou Henri de Béarn possédait se trouvaient en France, dans le sud-ouest en particulier, et lui-même avait assumé, comme son père d'ailleurs avant lui, de très hautes charges à la cour de France. Donc c'était bien quelqu'un qui n'avait pas quitté le royaume de France, qui n'avait pas abandonné sa nationalité française, qui n'avait pas abandonné le fait d'être français, même si effectivement il y avait cette espèce de royauté un peu fantasmatique de Navarre qu'il possédait. Autre exemple, c'est Henri III, donc le prédécesseur, le dernier roi valois, qui a été élu roi de Pologne en 1573, donc avant d'être roi de France. Il reste en Pologne quelques mois, et là le cas était plus discutable, parce qu'effectivement, il allait en Pologne, il devait s'installer normalement en Pologne définitivement, il devait faire souche en Pologne, donc normalement, effectivement, là, il aurait dû perdre ses droits. Et justement, pour ne pas les perdre, son frère Charles IX, qui était donc roi avant lui, et sa mère Catherine de Médicis vont le munir de lettres patentes pour lui conserver ses droits, et les lettres patentes dites en dépit de son départ de France. C'est-à-dire que normalement, s'il était parti sans ces lettres patentes, il aurait finalement dû perdre ses droits. La famille royale en était bien, le roi Charles IX en était bien conscient, puisqu'il donne à son frère des lettres patentes pour lui conserver ses droits, alors qu'il aurait dû en principe les perdre. En plus, les choses n'ont pas duré longtemps, il reste roi de Pologne pendant quelques mois, son frère meurt, il revient, donc effectivement les choses vont, je dirais, aller assez vite. Donc vous voyez, on a déjà bien établi à partir de la Renaissance et au début des Bourbons l'idée qu'un prince étranger, un prince français installé à l'étranger, donc devient en quelque sorte prince étranger et donc perd ses droits au trône de France. Revenons au duc d'Anjou, donc Philippe V, devenu roi d'Espagne. Donc 1700, son grand-père, je le disais tout à l'heure, accepte le testament de Charles II, accepte pour lui la couronne d'Espagne, et dans le journal de d'Anjou, donc qui était un journal qui était tenu à l'époque, enfin une sorte de chronique qui était tenue à l'époque, une chronique de la cour, on peut lire donc à la date du 30 novembre 1700, le roi d'Espagne, donc Philippe V, duc d'Anjou, ex-duc d'Anjou, emportera des lettres patentes registrées au Parlement par lesquelles on déclarera que, quoi qu'il soit devenu étranger en devenant roi d'Espagne, ses droits à la couronne de France, pour lui et ses descendants, seront conservés. Donc il redit ce dont je parlais tout à l'heure. Henri III étant duc d'Anjou et sortant de France pour aller être roi de Pologne, ne voulut point partir sans avoir de pareilles lettres patentes. Et le roi avait promis à monsieur le prince de Conti, quand il allait en Pologne, de lui en faire expédier, sitôt qu'il serait couronné roi de Pologne. Alors ça, on va voir on verra un peu plus tout à l'heure, que c'est une espèce d'astuce de Louis XIV qui veut avoir, comme on pourrait dire, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il voudrait à la fois que son petit-fils, et on va voir que ça va entraîner une guerre qui va durer plus de 10 ans, il voudrait à la fois que son petit-fils coiffe la couronne d'Espagne, mais que malgré tout, il puisse quand même garder un pied en France. On va voir que ça va être difficile et qu'il va falloir renoncer à cette espèce d'arrangement finalement que Louis XIV essaye d'avoir avec les lois fondamentales. D'autant que là, on va attendre, ça sera... Il y en a 8. Je dirais cette astuce de Louis XIV se heurte donc à toute la jurisprudence, enfin les précédents dont j'ai parlé tout à l'heure,
mais également à ce qu'on appelait, donc ce qu'on pourrait résumer en fait sous un terme qui est le vice de pérégrinité. Qu'est-ce que c'était que le vice de pérégrinité? C'était l'idée que sous l'Ancien Régime, lorsqu'on perdait sa nationalité française en quittant la France pour aller s'installer à l'étranger sans esprit de retour. Pas quelqu'un qui allait à l'étranger pour y passer quelques années ou qui allait toujours un pied en France, mais quelqu'un qui s'installe à l'étranger, qui quitte le royaume, qui finalement abandonne son allégeance au roi de France et qui va donc prendre l'allégeance d'un autre roi, et bien perd son droit à être français. Ce qui veut dire que la nationalité française sous l'Ancien Régime, c'était un mélange de ce qu'on appelle aujourd'hui le ius sanguinis et le ius solis, c'est-à-dire le droit du sang et le droit du sol. On en parle beaucoup aujourd'hui. Le fait d'être né de sang français, aujourd'hui, il suffit, même si on s'installe pratiquement définitivement à l'étranger, pour finalement conserver cette nationalité française. Sous l'Ancien Régime, c'était beaucoup plus restrictif, c'est-à-dire que quelqu'un qui était né de sang français mais qui s'installait à l'étranger et puis qui décidait de devenir étranger, finalement, assez logiquement, perdait en quelque sorte sa nationalité française. Ce qu'on appelle les Aubains, les Aubains qui étaient nés en France et qui quittaient le pays volontairement ou définitivement. Dans une ordonnance de 1669, d'ailleurs, Louis XIV l'expliquait bien, puisqu'il disait « Nous défendons à tous nos sujets de s'établir sans notre permission dans les pays étrangers, par mariage, acquisition d'immeubles, transport de leurs familles et biens, pour y prendre établissement stable et sans retour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à peine de confiscation de corps et biens et d'être réputé étranger. » C'est-à-dire que s'il s'installait définitivement à l'étranger, il n'était plus français. En plus, le roi, donc le droit d'aubaine, c'est pour ça qu'on parle d'aubain, le roi avait cette bonne aubaine de récupérer les biens que ces personnes laissaient en France, biens meubles et immeubles. Donc cette tradition du vice de pérégrinité, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, on le reverra tout à l'heure, qui fait que les Bourbons d'Espagne sont inaptes encore aujourd'hui à succéder au trône de France. Alors, question, est-ce que ce vice de pérégrinité touchait Philippe V et ses descendants, Est-ce que les princes n'étaient pas exceptés, ne représentaient pas une exception par le fait même qu'ils étaient du sang de France, voilà. Est-ce que ce sang de France ne primait pas l'idée de nationalité? Alors, très longtemps, la question, comme je peux le dire, a pu être discutée. On a vu qu'elle a été quand même tranchée assez clairement à plusieurs reprises dans le sens qu'il perdait ses droits. Il y a une décision quand même, une décision de justice de la République, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, de 1928, lorsque le duc de Parme, les héritiers du duc de Parme ont fait un procès pour récupérer le château de Chambord et les biens que les Parmes avaient en France, il y a eu la question de la nationalité de Philippe V et de ses descendants qui a été étudiée par les cours. Et la Cour d'appel d'Orléans, donc en 1928, a pris cette décision, donc a pris ses attendus. Attendu qu'on doit, dès lors, considérer que le duc d'Anjou, en acceptant la couronne royale d'Espagne et en fixant de façon définitive son domicile hors de ce pays, de France, ce qui était une conséquence inéluctable de son accession au trône, évidemment, qu'en devenant roi d'Espagne, en principe, on vit en Espagne, a perdu la nationalité française. Donc, voilà. Attendu qu'alors même qu'il eût conservé cette nationalité, ses enfants nés en Espagne, c'est-à-dire hors de France, auraient été ipso facto des étrangers, étant donné le principe du droit français à l'heure en vigueur. Donc, c'est une application, je dirais, par ce tribunal en 1928 du droit de l'Ancien Régime, qui explique bien donc que Philippe V, ce qui paraît assez logique, devenant roi d'un pays étranger, prend la nationalité de ce pays, ce qui me paraît à peu près la moindre des choses. Alors, revenons à Louis XIV, comme je disais tout à l'heure, qui a essayé de contourner cette difficulté en délivrant des lettres patentes à son petit-fils. Il a essayé de refaire le coup un petit peu d'Henri III. Mais Henri III, ça n'avait pas duré longtemps, et puis il est revenu immédiatement, il est resté roi de Pologne pendant quelques mois, il est revenu et puis il a coiffé la couronne de France. Et là, en plus, la couronne de Pologne était quand même un enjeu beaucoup moins important au niveau européen que la couronne d'Espagne.
Donc Louis XIV essaye, on sait que Louis XIV d'ailleurs avait souvent, il se situait pratiquement un peu au-dessus de la loi, des lois successorales. On sait qu'il avait essayé même de placer ses bâtards légitimés dans la ligne de succession, hein. Ça a été cassé ensuite, après sa mort. Donc Louis XIV, qui était le roi soleil, qui se sentait quand même un peu au-dessus de tout, aurait bien voulu essayer que son petit-fils, donc Philippe V, grâce à ses lettres patentes qu'il lui délivre en 1700, conserve malgré tout un certain nombre de droits à la couronne de France. Il se disait sans doute que, on ne sait jamais, dans quelques années, il pourrait se retrouver, voilà, et d'ailleurs ça a été presque le cas, hein, toute la descendance légitime de Louis XIV a disparu assez rapidement, et donc voilà, il voulait essayer de prémunir l'avenir. Donc il lui avait dit d'ailleurs cette formule ambiguë, soyez bon espagnol, mais souvenez-vous que vous êtes né français. Donc tout ça est un peu séduit Louis XIV. Et donc, bien sûr, cette tentative de Louis XIV va éveiller les soupçons des autres nations d'Europe, et c'est ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne, qui va donc commencer immédiatement, qui va durer pendant 11 ans. 11 ans de conflit dans lequel pratiquement toutes les nations d'Europe vont être appliquées. Finalement, pour trouver une issue, après un épuisement de toutes ces nations, on va commencer des négociations à Utrecht en janvier 1712. Donc Utrecht qui se trouve aux Pays-Bas actuellement. À Utrecht, l'Angleterre exige cette fois-ci que la renonciation de Philippe V soit solennelle, immédiate et indiscutable. Et donc à ce moment-là, Philippe V, donc, pour garder ce trône d'Espagne, sur lequel il est quand même assis maintenant depuis 10 ans, va jurer sur l'Évangile pour lui et ses descendants de renoncer à ses droits en France. La formule est quand même très forte, hein, de même que si moi et mes descendants n'eussions pas été nés, ni ne fussions pas au monde. C'est-à-dire que la branche d'Espagne, la branche des Bourbons d'Espagne, disparaît comme si elle n'existait pas du tout. En tout cas, elle n'est plus du tout inscrite dans la lignée des Bourbons français. Et d'ailleurs, il dit « séparant par des justes moyens de ma renonciation, ma branche de la tige royale de France et toutes les branches de France de la tige du sang royal d'Espagne. » Il y a une séparation, on crée en quelque sorte deux familles royales tout à fait étrangères, même si elles ont la même racine, je dirais, que Louis XIV. On a deux familles qui sont séparées. Il prête donc ce serment le 5 novembre 1712 à Utrecht. Les traités sont signés à Utrecht. Enfin non, lui n'est pas à Utrecht. Les traités sont signés à Utrecht quelques mois plus tard, le 11 avril 1713. Et Louis XIV a bien voulu avertir son petit-fils, avant qu'il fasse ce serment solennel, du caractère irréversible et de bien réfléchir avant de le faire. Et j'ajouterais, parce que très souvent, on présente ce traité d'Utrecht comme l'argument essentiel pour dire que les Bourbons d'Espagne n'ont plus droit au trône de France. Il y a un traité international qui les a écartés, ce traité garde toute sa validité, et donc c'est ça qui les écarte. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, c'est évidemment, ce traité d'Utrecht, c'est quelque chose d'important, et puis le serment juré sur l'Évangile, quand un prince jure sur l'Évangile, en principe, il tient son serment, donc c'est un petit peu bizarre que Philippe V et ses descendants soient revenus sur ce serment, mais au-delà, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui était le vice de pérégrinité, hein, qui, de toute manière, disqualifiait Philippe V et ses descendants, dès le moment où Philippe V acceptait de fonder une nouvelle dynastie, de devenir le roi d'une nation étrangère. Donc, dès ce moment-là, de toute manière, il perdait ses droits au trône de France. C'est Louis XIV qui a un petit peu, je dirais, embrouillé les choses en essayant de financer et de laisser à son petit-fils ses droits. Mais ses droits, de toute manière, il les perdait par le fait même qu'il devenait roi d'Espagne et qu'ensuite, de toute manière, il les fait souche. De manière, il serait resté roi d'Espagne, on verra tout à l'heure, quelques mois ou quelques années, on peut imaginer qu'il soit revenu en France, mais là il a fait souche, et vraiment souche, et c'est devenu vraiment la famille royale d'Espagne. Et d'ailleurs en 1715, donc très peu de temps après, à la mort de Louis XIV, c'est le premier prince du sang de France, donc Philippe duc d'Orléans, qui devient régent. Alors Philippe d'Orléans, je vous rappelle, si on reprend cette fameuse
le tableau généalogique, on a Louis XIII, qui a eu deux fils, Louis XIV et Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, donc le premier Philippe d'Orléans, monsieur, frère du roi, a eu pour fils Philippe, donc qui est beaucoup de Philippe dans cette famille. Et de Louis-Philippe. Bon, ça complique les choses. Ce Philippe, donc régent, qui est le fils, donc le neveu de Louis XIV, en tant que premier prince du sang, puisqu'on a, si vous voulez, effacé voilà, comme s'il n'existait pas. Normalement, dans la logique, ça aurait dû être le duc d'Anjou qui aurait été le régent. Donc, on passe à la seule branche restée française. Donc, on applique bien, je dirais, à la fois le traité d'Utrecht et puis le fait que le fils de pérégrinité dont je parlais tout à l'heure. Donc, le régent, fils de monsieur, frère cadet de Louis XIV, devient donc régent du petit Louis XV, puisque, comme je disais tout à l'heure, entre-temps, il y avait une véritable hécatombe dans la famille de France et que finalement l'héritier du trône se trouvait non plus le grand dauphin qui était mort, ni le duc de Bourgogne qui était mort, mais le petit Louis XV qui avait 5 ans à peu près au moment moment où il arrive sur le trône, donc qui va régner d'abord sous la régence de son cousin d'Orléans. Au passage, d'ailleurs, quand on dit du mal de la famille d'Orléans en disant qu'ils essayaient de piquer le trône, ça aurait été très facile à ce moment-là de mettre un bouillon d'11 heures dans la soupe du petit Louis XV qui avait 4-5 ans, qui était assez fragile, et de monter sur le trône immédiatement. Et d'ailleurs, je crois que le régent disait que la meilleure preuve qu'il était fidèle au roi, c'est que le roi était encore vivant, ce qui est tout à fait exact. On a d'ailleurs les dernières paroles de Louis XIV sur son lit de mort, le 1er septembre 1715, qui donc fait venir son neveu, donc le duc d'Orléans. Il lui dit, après avoir reçu le viatique, c'est le duc d'Orléans qui rapporte les paroles, il m'appela et me dit, mon neveu, j'ai fait un testament où je vous ai conservé tous les droits que vous donne votre naissance. Je vous recommande le dauphin. Servez-le aussi fidèlement que vous m'avez servi et travaillez à lui conserver son royaume. S'il vient à manquer, c'est-à-dire s'il vient à mourir, vous serez le maître et la couronne vous appartient. Donc là, Louis XIV, sur son lit de mort, a tout à fait, je dirais, assimilé le fait que les Bourbons d'Espagne soient devenus espagnols. De son côté, Philippe V est un peu moins net dans ses déterminations, parce qu'il voit effectivement que la couronne de France est sur la tête d'un petit enfant de 5 ans assez fragile, que finalement il y aurait qu'à sauter les Pyrénées pour venir, en cas de malheur, pour venir disputer la couronne de France. Donc il va continuer plus ou moins en sous-main à garder un petit peu l'idée qu'il pourrait revenir en France. Alors, cette fameuse conspiration d'ailleurs de Chelamard, qui est l'ambassadeur d'Espagne, et Chelamard, là, cette conspiration en faveur de Philippe V va être découverte, il est expulsé à Madrid. Sur ce, Philippe V va faire une guerre à la France et à l'Angleterre et à l'Empire. Finalement, pour un prince de France, il est quand même assez peu reconnaissant et il se souvient assez peu dès qu'il est né français, comme son grand-père lui avait demandé d'aide, de se rappeler. Et finalement, eh bien, face à des oppositions conjuguées, je dirais, il va s'incliner finalement et va finalement renoncer à garder certaines prétentions vers la France, surtout à partir de 1729, où Louis XV étant devenu donc adulte, va avoir un fils, un premier fils, donc le dauphin, qui rend la succession plus lointaine et plus difficile, plus improbable pour un Philippe V qui reviendrait éventuellement. Alors là, je vais vous parler maintenant un petit peu des Bourbons d'Espagne. On va continuer cette branche des Bourbons d'Espagne jusqu'à la Révolution et un petit peu après. Philippe V, donc, régné en Espagne, il avait abdiqué en 1724 pendant quelques mois parce qu'il avait voulu laisser la place à son fils aîné Louis Ier. Donc Louis Ier qui était son fils aîné, mais le pauvre Louis Ier va mourir dès le mois de septembre 1724 et donc Philippe V reprend sa couronne et va régner finalement jusqu'à sa mort en 1746. Alors d'ailleurs, Louis Ier, donc, qui a régné très peu de temps, en 1724, avait épousé une fille du régent de France. Vous voyez, on continuait les mariages entre les deux couronnes pour essayer de conserver ou de rétablir la paix. Et cette Louise-Élisabeth d'Orléans, donc la fille du régent, avait apporté à la stricte
et un petit peu compassé cour d'Espagne, un parfum de scandale qui était plus courant à la cour de France, de libertinage, puisqu'on dit qu'elle aimait même courir nue dans les jardins du palais. Il n'y a pas de photographie qui a été faite, mais on peut le croire. Et veuve d'ailleurs, puisqu'elle est veuve très tôt, elle revient à Versailles, elle va continuer à vivre. Voilà. Alors Philippe V est un monarque réformateur, religieux, mais en même temps mélancolique, ce qui explique pourquoi il avait voulu l'abdiquer à un moment. Lui, il va renforcer le pouvoir royal, il va instaurer la loi salique en Espagne qu'il ne la connaît pas. Et puis, au cours du siècle, pour lui et ses successeurs, on va signer, pour essayer quand même de rétablir un peu cette concorde avec les cousins français, on va établir des pactes de famille pour régler les relations entre la France et l'Espagne, renforcer la coopération et essayer de se protéger mutuellement d'autres puissances qui pourraient vouloir attaquer l'un ou l'autre pays. Alors d'abord, il y a un traité à l'Escurial en 1733, puis un traité à Fontainebleau l'année suivante en 1934, puis un traité à Paris en 1761. Et alors, beaucoup de ceux qui prétendent donc que les Bourbons d'Espagne auraient gardé des droits en France nous disent, mais on parle dans ces traités de maison de Bourbon, Casa de Borbón en espagnol. On parle par exemple de la sûreté de la maison de Bourbon. Mais il faut voir qu'à aucun moment ce mot de maison de Bourbon n'est synonyme déjà de maison de France. Donc il y a déjà. Je dirais que le terme de maison, dans ces textes-là, si on reprend les dictionnaires de l'époque, n'a qu'un sens purement généalogique qui signifie extraction, lignée. C'est pas maison au sens d'une seule famille royale qui serait. Qui serait unique avec un seul chef et une seule organisation. Si on reprend le dictionnaire de l'Académie française de 1694, maison signifie encore race. Il se dit guère que des races nobles et illustres. Maison noble, maison ancienne, maison illustre. Et si on prend race, c'est lignée, lignage, extraction. Tous ceux qui viennent d'une même famille. Donc c'est bien effectivement le cas. Les Bourbons d'Espagne et les Bourbons de France appartiennent bien à une même maison dans la mesure où ils viennent bien à l'origine, ils sont de la même extraction, ils sont du même lignage. Hein. Mais ça ne signifie pas par là qu'on ait une seule maison, une espèce d'international Bourbon qui regrouperait à la fois la famille royale de France et la famille royale d'Espagne. D'ailleurs, dans la version espagnole du traité de 1761, on a l'expression las ramas de la sangre de Borbón, c'est-à-dire les branches du sang de Bourbon. On peut dire c'est-à-dire, on ne parle pas là de maison, mais on parle simplement effectivement du sang, de l'extraction, de l'origine familiale. Personne ne met en cause effectivement que les Bourbons d'Espagne soient descendants de Louis XIV. Par contre, le terme de maison de France n'est jamais, comme je le disais, n'est jamais utilisé pour désigner l'ensemble des branches de la maison de Bourbon ou dans aucun de ces traités. Alors après la mort de Philippe V, c'est son deuxième fils, Ferdinand VI, qui va lui succéder. Ferdinand VI va mourir en 1759, il lui est succédé par son demi-frère Charles III. Alors Charles III qui entre-temps avait été roi de Naples, parce qu'effectivement les Bourbons d'Espagne avaient des possessions en Italie, donc Naples et Parme, et donc on a donné, je dirais, aux cadets un certain nombre de ces trônes de Naples ou de Parme, hein, donc le dernier fils du duc d'Anjou, de Philippe V, Philippe va devenir duc de Parme, et il est à l'origine de la famille de Parme actuellement, des Bourbons Parme. Et puis, donc Charles III avait d'abord été duc de Parme, et puis il est devenu roi des deux Siciles, mais du coup il revient comme roi d'Espagne puisque son frère meurt, donc il laisse le trône des deux Siciles, le trône de Naples, à un de ses frères, un de ses fils, Ferdinand, qui donc va être à l'origine de l'actuelle famille des Bourbons Siciles, qui sont donc finalement des sous-groupes, si on peut dire, des Bourbons d'Espagne. Alors, donc Charles III, qui avait été roi de Naples et de Sicile, donc revient pour régner à Madrid. Là, vous voyez, on reste à l'intérieur de la même maison, donc c'est une logique un peu différente. Hein. Charles III va être le modèle au
XVIIIe siècle de ce qu'on appelait le despote éclairé. Alors c'est un personnage particulièrement laid. J'avais des photos, mais j'ai rien pour les projeter, c'est dommage, parce que vous avez vu de visu qu'il était vraiment pas très beau. Il avait un visage maigre, un nez très protubérant. Mais c'est un homme tout à fait, tout à fait capable, qui veut sortir l'Espagne du marasme dans lequel elle se complaît depuis déjà plus d'un siècle, puisque je vous rappelle que l'Espagne était une grande puissance au XVIe siècle avec la conquête de l'Amérique, l'or du Pérou, etc. Finalement, c'était un peu reposé sur ses lauriers, était devenu une puissance secondaire et vraiment assouplie. Donc le Charles III va essayer, lui, de sortir cette Espagne du mal. Il relance des manufactures, il entreprend des grands chantiers, des routes, des canaux, des ports, il essaye de réformer la justice, l'agriculture, la politique coloniale aussi. Grosso modo, il essaye d'instaurer un État moderne, mais en s'appuyant bien sûr sur la bourgeoisie, il va mécontenter un certain nombre de privilégiés, donc qui sont tout à fait opposés à ce genre d'évolution. Il meurt en 1788, décembre 1788, donc quelques mois avant que la Révolution n'éclate en France, et il est remplacé par son fils, donc Charles IV. Alors Charles IV est lui, tout à fait le contraire de son père, c'est un personnage indolent et vaniteux qui va au contraire replonger l'Espagne dans la décadence qu'elle connaissait auparavant. On le décrit comme un prince qui aimait le bricolage et la cordonnerie plus qu'autre chose. Son épouse, Marie-Louise de Bourbon-Parme, une cousine, va lui donner 15 enfants, mais on n'est pas bien sûr que ces 15 enfants soient de lui, parce que Marie-Louise de Bourbon-Parme va avoir au moins un amant, enfin en tout cas on est pratiquement sûr que c'était son amant Manuel Godoy, donc qui du coup devient Premier ministre et prince de la paix, ce qui est assez joli comme titre, et qui serait le père d'un certain nombre en tout cas peut-être du dernier enfant de la fratrie. Alors bien sûr c'est la Révolution française qui éclate, va, je dirais, reposer ce problème des rapports entre Bourbon de France et Bourbon d'Espagne. Dans le cadre en particulier de l'écriture de la Constitution, de la rédaction de la Constitution de 1791. 1791, c'est donc la première constitution de monarchie parlementaire, où donc Louis XVI reste roi des Français, mais évidemment dans le texte de la Constitution, on doit expliquer de quelle manière le roi est désigné, comment il se succède, quelles sont les lois de succession, et bien sûr les révolutionnaires, là c'est assez amusant parce qu'on a l'opposition entre ce qui était un droit coutumier qui n'était pas écrit, donc qui était sujet à discussion, sujet à évolution, avec cette espèce de rationalisme forcené des révolutionnaires qui veulent tout mettre sur le papier, que tout soit clair, et justement, en l'occurrence, ça ne va pas être facile à éclaircir les choses. Donc, c'est à partir de septembre 1789, donc à cette eau que l'Assemblée nationale commence à discuter de cette constitution, et le député Arnoux commence, à un moment où on va parler donc de la succession royale, et dit, le député Arnoux demande qu'on s'occupe de la grande question de savoir s'il faut prononcer l'exclusion de la Maison d'Espagne à la succession au trône de France. Parce que c'est des choses qui n'avaient jamais été écrites sur le papier, en fait. Donc tout ça, est-ce que là, les révolutionnaires veulent mettre les choses noir sur blanc, quelque chose. Alors, bien sûr, tout ça va poser un trouble énorme dans l'Assemblée qui refuse de statuer, puisqu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, donc finalement on décide qu'il n'y a pas lieu de délibérer, ce qui est assez pratique. Mais Mirabeau, donc, qui était quand même le grand homme de cette première révolution, se pose, lui, contre l'idée que les Bourbons d'Espagne puissent venir un jour, en quelque sorte, de devenir roi de France, puisqu'il craint une domination étrangère, et il parle derrière l'Espagne, il craint même l'Autriche. Il parle, donc Mirabeau toujours parle d'une insulte à notre droit public, une insulte qui blesse la dignité nationale. Elle tente à faire croire que des individus peuvent léguer des nations comme de vils troupeaux. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé très longtemps, même en Europe centrale, où on héritait finalement un prince complètement étranger pouvait hériter finalement d'un pays, d'une principauté, comme d'un bien finalement, voilà, avec ses habitants, alors que finalement en France, une notion vraiment très différente s'était petit à petit forgée depuis la guerre de 100 ans, comme je disais tout à l'heure, que le roi était... il y avait une sorte de communion entre la famille royale et la nation, et donc il était impensable
que, je dirais, à la mort d'un roi, s'il n'y avait pas de successeur, on aille chercher n'importe quel prince étranger pour lui succéder. Alors finalement, donc Mirabeau se dresse contre cette idée. Duport, les députés Duport, dit aussi on a invoqué la loi salique pour dire que les Bourbons d'Espagne pourraient éventuellement succéder. On en a appelé au principe, je le veux bien, mais la loi salique porte le contraire. Elle exclut les filles pour que la couronne ne tombe pas dans les mains des étrangers. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc Duport, qui était sans doute un bon juriste, reprend finalement l'argumentation classique. Alors finalement, on couvre d'un voile religieux, c'est le terme qui est utilisé par les députés à ce moment-là, cette question, parce qu'on ne veut pas provoquer une guerre avec l'Espagne en disant clairement qu'on refuse les Bourbons d'Espagne, ou avec l'Europe, si on dénonçait, si on disait clairement qu'on les acceptait, à ce moment-là, on dénoncerait le traité d'Utrecht, donc on risquerait une guerre avec l'Europe. Donc tout ça, les vieux ne veulent pas trop mettre les pieds là-dedans, et donc finalement, Mirabeau remet une couche, je dirais, avant de clore le débat, parce qu'il dit « Je déclare que je suis prêt à traiter la question au fond, à l'instant même, à montrer que si toute nation a intérêt que son chef se conforme à ses mœurs, à ses habitudes, à ses convenances locales, qu'il soit sans propriété ni affection étrangère, cela est plus vrai des Français que d'aucun autre peuple. La nation ne veut qu'un prince français. » C'est en gros ce que je vous disais tout à l'heure. Donc finalement, la Constitution de 1791, à l'article 1er, section 1er du chapitre 2, qui traite de la royauté, de la régence et du ministre, va dire que la royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance, et on rajoute entre parenthèses, rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations dans la race actuellement régnante, ce qui ne mange pas de pain et qui permet de laisser justement la question entre parenthèses. Mais si l'on va à l'article 2 de la section 2 qui traite de la régence, donc qui n'est pas très loin en dessous, il apporte finalement la réponse, puisqu'il dit que la régence appartient aux parents du roi le plus proche en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de 25 ans accompli, pourvu qu'il soit français et rénicole, c'est-à-dire qu'il vive en France, qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. Les femmes sont exclues de la régence, ça c'est pour Marie-Antoinette. Donc, si le régent doit être français et rénicole, s'il ne doit pas être héritier présomptif d'une autre couronne, on ne voit pas bien comment, a fortiori, celui qui serait appelé à devenir roi de France pourrait être prince d'une couronne étrangère. Donc, d'une certaine manière, je dirais, les législateurs des constitutionnalistes de 91 avaient quand même répondu à la question indirectement. Charles IV, donc le fameux Charles IV, le pitoyable Charles IV dont je parlais tout à l'heure, veut intervenir dans la Révolution, et bien sûr lui étant tout à fait opposé à toute idée progressiste, très traditionnaliste. Il veut soudoyer les révolutionnaires, mais s'il prend très mal, il veut même plus ou moins sauver Louis XVI, mais il n'y arrive pas, ou n'y essaie pas vraiment. Et finalement, l'Espagne va déclarer la guerre à la République en 1794. Elle est vite défaite sur le champ de bataille et doit se déclarer vaincue à la paix de Bâle en 1795. À partir de 1795, l'Espagne va redevenir en fait une alliée docile de la France républicaine, qui l'enrôle d'ailleurs dans sa lutte contre l'Angleterre, ce qui va être très mauvais pour l'Espagne puisque ça va la couper de ses colonies, les bateaux anglais faisant la chasse aux galions espagnols, et puis va l'entraîner aussi dans la fameuse défaite de Trafalgar où la fine fleur de la flotte espagnole va être détruite aussi avec la flotte française. Alors finalement l'Espagne continue, au début de l'Empire, finalement en 1808, le prince des Asturies, donc l'héritier de le futur Ferdinand VII, donc le fils de Charles IV, va obliger son père à abdiquer. Puis son père se rétracte et finalement, il ne trouve pas mieux, ces deux pauvres princes, d'aller voir Napoléon à Bayonne pour lui demander son arbitrage, en mai 1808. C'est comme si Deux Poules avait demandé son arbitrage à un renard pour savoir qui doit être mangé. Évidemment, Napoléon Ier va immédiatement trancher en débarquant les deux princes, en leur donnant une bonne somme
bonne pension, une pension confortable, mais en mettant à la place sur le trône d'Espagne son propre frère, Joseph Bonaparte, qui va donc devenir roi d'Espagne. Joseph, qu'on appelle, je crois, comme Pepe Botelho, il me semble, en Espagne, parce qu'il était Botella, parce qu'il buvait bien. Donc ça n'a pas été le peuple espagnol va être, je dirais, plus courageux que ses princes, en l'occurrence, puisqu'il va lutter assez vaillamment contre l'occupation française, et finalement, à la fin de l'Empire, Ferdinand VII est restauré, puisque son père, lui, étant tout à fait discrédité, va rester en exil et va mourir donc, en 1819, je crois, à Venise, me semble-t-il. Donc Ferdinand VII revient sur le trône, plus encore que les princes français, beaucoup plus que Louis XVIII. Il n'a rien compris et rien appris et veut rétablir en Espagne une sorte de monarchie absolue à l'ancienne. Donc, avant de continuer sur l'histoire des Bourbons d'Espagne, nous en sommes en France à la Restauration. Donc, j'essaye de faire un petit peu un aller-retour pour essayer de parler des deux branches successivement. Donc, on est en 1814, Louis XVIII revient donc, sur le trône de France, pendant que Ferdinand VII, son lointain cousin, redevient roi d'Espagne. Et on peut se poser la question, alors quelle a été la position des rois de la Restauration, donc Louis XVIII et Charles X, par rapport aux Bourbons d'Espagne? Est-ce qu'eux, ils ont considéré comme successibles éventuellement au trône de France? Alors on a plusieurs textes Alors ces textes qui sont issus des princes d'Orléans. Vous me direz, si vous êtes anti-Orléans, vous allez dire qu'ils ont inventé. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, on va quand même les citer, et après on citera des choses qui sont tout à fait neutres et qui vont dans le même sens. Alors d'abord, il y a une entrevue entre Louis XVIII et le duc d'Orléans, donc le futur Louis-Philippe, le fils de Philippe Égalité, dont je reparlerai tout à l'heure, enfin on ne peut pas parler de tout. Donc Louis XVIII dit à son cousin d'Orléans, vous êtes de ma famille, vous avez des enfants, Madame la duchesse de Berry n'en a pas encore. La duchesse de Berry qui est la seule à pouvoir donner encore une descendance à la branche aînée des Bourbons directs. Je ne prétends pas discuter la validité originaire des renonciations de la branche espagnole, mais je vous dirai franchement ce que je pense qu'elles sont dans l'état actuel des choses. Je suis sans intérêt à cet égard, cela ne peut pas me regarder, puisque de mon vivant, il ne peut en être question. C'est vrai que tant que Louis XVIII est vivant, la question ne se pose pas. Et voilà ce qu'il dit. Et là, on revient à cette idée coutumière, finalement, du fait que les droits successoraux de la couronne de France sont quelque chose qui ont évolué avec le temps. Si, en 1719, Philippe V était revenu en France, il serait monté sur le trône sans difficulté, car la nation l'y aurait porté, et votre trisaïeul, donc le régent, n'aurait eu aucun soutien. Évidemment, Philippe V, petit-fils de Louis XIV, 5 ans après la mort de Louis XIV, effectivement, là encore, ça aurait été jouable pour lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a essayé de jouer cette carte à un moment. Voilà ce que je pense. Charles III, il serait peut-être arrivé aussi par suite de la grande opinion qu'on avait de son caractère et du respect qu'il inspirait. C'était un bon roi. Ça n'aurait pas été la même chose pour Charles IV. C'était déjà bien éloigné. Mais le roi actuel, donc Ferdinand VII, n'aurait pas une voix. Aussi, quoique votre fils, donc Ferdinand, le fils de Louis-Philippe, ne puisse guère être mon successeur immédiat, parce qu'il y en a trop entre lui et moi, cependant il est bien possible qu'il y arrive par la suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment du pragmatisme et de l'empirisme capétien. On a Louis XVIII qui explique que finalement, de toute manière, un siècle après l'installation des Bourbons en Espagne, il est absolument devenu impossible, inconcevable qu'un prince d'Espagne puisse devenir roi de France. Ça aurait pu être concevable, effectivement, dans les tout premiers temps, un petit peu comme Henri III, quand il était revenu de Pologne après quelques mois, mais un siècle après, ça n'avait plus aucun sens, et donc il dit, c'est après la branche de mon frère, le futur Charles X, ce sera donc à vous, aux Orléans, donc de succéder. Charles X, donc quelques années plus tard, en 1824, qui devient roi, rencontre à nouveau le duc d'Orléans, le 21 septembre 1824, et ça c'est dans le journal donc, de la future reine Marie-Amélie,
qui rapporte cette discussion. Donc Charles X dit « Il est important pour vous et pour nous que nous soyons bien unis », il dit donc au duc d'Orléans. « Au fait, il n'y a entre le trône et vous qu'un enfant de 4 ans. » Donc un enfant de 4 ans, c'est-à-dire le fameux le futur comte de Chambord, le duc de Bordeaux. Donc je rappelle, Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, 3 frères. Hein. Charles X est le seul à avoir eu des fils. Duc d'Angoulême, qui a épousé la fille de Louis XVI, n'a pas d'enfant. Donc le duc de Berry, assassiné dans des chambres, mais à un moment il est assassiné, sa femme est enceinte et il y a un enfant, donc Henri, le duc de Bordeaux, qui est le seul espoir, le dernier espoir, l'ultime espoir des Bourbons directs. Donc cet enfant de 4 ans, effectivement, est le seul qui s'interpose entre cette branche aînée et la branche cadette des Orléans, qui est à ce moment-là représenté donc par Louis-Philippe, duc d'Orléans, et puis par son fils Ferdinand Philippe, donc et à lui succéder. Donc, il n'y a entre vous et le trône qu'un enfant de 4 ans. Et c'est peu de choses au monde qu'un enfant de 4 ans. Il importe que dans le cas où il viendrait à manquer, c'est-à-dire à mourir, vous ou les vôtres puissiez recueillir la succession sans difficulté, sans embarras. Vous savez bien qu'il y a des gens qui rêvent de la branche d'Espagne. Je ne les crois pas nombreux, mais prenez-y garde. Il faut vous entendre avec nous pour étouffer cela. Moi, je suis prêt à vous y aider de mon mieux. Je désire épargner à la France les déchirements que cela lui causerait. Ils me font frémir. Pourquoi il y avait des gens qui pouvaient éventuellement, parmi les ultra-royalistes, penser à la branche d'Espagne? C'est parce que, bien sûr, les Orléans avaient toujours été, je dirais, à la pointe du libéralisme dans les derniers moments de l'Ancien Régime, et puis surtout pendant la Révolution. Donc Louis-Philippe Joseph a été devenu député à la Convention, avait voté la mort de Louis XVI, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire, donc ça explique pourquoi il pouvait y avoir une certaine réticence de certains royalistes à imaginer que la branche d'Orléans puisse accéder au trône. Malgré tout, alors là, ça, c'est deux citations qui sont des citations, je dirais, qui peuvent être considérées comme partiales. Donc, voyons s'il y a des éléments neutres. On a d'abord l'almanach royal, celui de 1814, par exemple, qui a à la page de France, mais Maison de Bourbon, et alors on a Maison de Bourbon France, et à ce moment-là, on a donc la branche aînée, et puis ensuite, immédiatement, la branche d'Orléans. Sous la rubrique France, on n'a absolument pas aucun prince d'Espagne qui apparaisse. Donc, il faut bien que l'almanach royal considérait que n'appartenait à la Maison de France que la branche aînée, et ensuite la branche d'Orléans. On a également, alors là, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez technique et ça demande une explication un peu précise, mais on a dans la charte de 1814, donc la Constitution de 1814, et puis ensuite dans un certain nombre d'ordonnances royales, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de montrer qu'à aucun moment les princes, les Bourbons d'Espagne, les Bourbons étrangers, n'étaient considérés comme successibles au trône de France, ou étaient considérés même comme princes français. Dans la charte, on a un article qui nous dit que les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par droit de naissance, donc siègent à la chambre des pairs. Et qu'ils ne peuvent prendre séance que sur l'ordre du roi, et que le roi doit les convoquer en quelque sorte à siéger à la chambre des pairs. Or, à aucun moment, aucun Bourbon étranger, pendant toute la Restauration, que ce soit Ferdinand VII, bien sûr, qui était roi d'Espagne, ou Ferdinand des Deux Siciles, ou un autre prince espagnol, ou sicilien, ou parmesan, n'a été amené à siéger à la chambre des pairs. Or, s'ils avaient été considérés comme princes français, ils auraient été ipso facto nécessairement convoqués à la chambre des pairs. Donc ça prouve bien qu'ils n'étaient pas considérés. D'autant qu'une ordonnance de 1814 précise que les étrangers ne peuvent siéger à la Chambre des députés ou des pairs sans lettre de naturalisation. Donc ça veut dire que ces princes étrangers, il y a contradiction entre l'idée qu'un prince étranger puisse être père et prince français, puisqu'il pour siéger à la Chambre des pairs, il faut être français ou être naturalisé français. Ce ne sont pas les cas, bien sûr, le cas des princes espagnols ou italiens. D'ailleurs, à ce moment-là, dans cette ordonnance de 1814, Louis XVIII avait bien rappelé que les anciennes ordonnances de l'Ancien Régime déclaraient que les étrangers sont incapables de posséder des offices et bénéfices, ni même de remplir aucune fonction publique en France. Donc c'est quand même
très très fort, c'est-à-dire que voilà, ces princes, ipso facto, si on ne peut pas remplir de fonction publique, alors vous allez me dire, est-ce que le couronne de France est une fonction publique? Bon, on peut toujours financer, ça me paraît quand même assez clair. À côté de cela, on a un autre élément qui est très 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 pertinent, c'est l'ordonnance de mars 1816 sur les formalités nécessaires pour constater l'état civil des princes et princesses de la maison royale. C'est-à-dire que Louis XVIII va créer un registre spécial, comme ça a été le cas sous l'Empire, pour enregistrer les naissances, les mariages et les décès des princes de la maison de France. Louis XVIII va prendre soin d'y faire transcrire tous les actes antérieurs concernant Louis-Philippe et sa famille, qui avaient vécu en Italie, en Angleterre, etc. Donc il y avait eu un certain nombre de naissances à l'étranger, etc. Et il prend la peine de faire retranscrire tous ces actes, y compris l'acte de mariage à Palerme de Louis-Philippe, avec Marie-Amélie, dans ce registre de la famille de France. Et il dit... il fait soin, il dit « Les transcriptions faites en vertu des articles précédents produiront, à l'égard des actes de l'état civil mentionnés aux 10 articles, c'est-à-dire ceux qui ont été transcrits, le même effet que si les 10 actes eussent été reçus par notre chancelier dans la forme prescrite par notre ordonnance du 23 mars 1816. » Donc c'était quelque chose d'important, c'est-à-dire que Louis XVIII considérait qu'il était nécessaire pour un prince de France ou une princesse de France que sa naissance, son mariage, son décès soient transcrits dans ce registre. Or, si vous prenez ce registre, vous n'avez aucun acte concernant les Bourbons d'Espagne ou d'Italie qui ont été transcrits. Pourtant, c'était nécessaire de les transcrire. Donc ça signifie bien que pour Louis XVIII, il ne considérait pas ces princes comme des princes de la Maison de France. Donc à la fois l'histoire de la Chambre des Pairs et cette non-transcription, je dirais, dans les registres d'état civil de la Maison royale, montrent bien que sous la Restauration, on considérait les princes espagnols et italiens comme des princes espagnols et italiens. Alors pendant ce temps-là, en Espagne, Ferdinand VII continuait à régner. Il a essayé de restaurer, comme je disais, un ancien régime assez caricatural, un régime autocratique, refusé la Constitution, donc il y a un coup d'État militaire qui va se dresser contre lui. Ça va être le cas dans beaucoup de cas au 19e et 20e siècle. Et il va finalement appeler à l'aide son cousin, donc Louis XVIII, en 1823, donc, qui envoie 100 000 fils de Saint-Louis, donc une petite armée qui va rétablir la légitimité, dirigée d'ailleurs par le duc d'Angoulême, le fils du futur Charles X, qui va rétablir le roi Ferdinand VII dans ses prérogatives, où il va y rester encore jusqu'à sa mort en 1823. 1833. En 1833, Ferdinand VII meurt sans fils. Il n'a que des filles. En partie une fille aînée, donc Isabelle. Et on avait vu tout à l'heure, Philippe V avait établi en Espagne la loi salique, la loi salique française, mais qui avait été ensuite abolie par Charles IV, mais les décrets d'abolition n'avaient pas vraiment été proclamés. Donc finalement, il y a tout un imbroglio qui apparaît à ce moment-là. Et le fait qu'Isabelle, donc la fille aînée de Ferdinand, soit proclamée reine ne va pas plaire à tout le monde, d'autant qu'elle n'a que 3 ans, donc elle règne sous la régence de sa mère, qui est donc Marie-Christine de Bourbon-Sicile, qui est une femme assez légère, qui va prendre des amants, qui va avoir un amant en particulier, Ferdinand Muñoz, qui est un capitaine et qui va la rendre enceinte tous les ans. Enfin, donc c'est assez, je dirais que ça fait un peu désordre à la cour d'Espagne que la reine régente soit comme cela avec son amant. Donc on va avoir à ce moment-là une guerre qui va s'ouvrir entre donc les partisans de la petite Isabelle, donc la fille de Ferdinand VII, et puis les partisans, bien, si on appliquait la loi salique du frère cadet donc, de Ferdinand VII, qui était Charles, donc Carlos, le fameux Don Carlos, et c'est ce qui va, à partir de ce moment-là, créer ce qu'on appelle les guerres carlistes, qui vont ensanglanter l'Espagne pendant pratiquement un siècle. Donc les partisans de Don Carlos vont disputer le trône à Isabelle II, qui prend d'ailleurs un peu exemple sur sa mère pour ses mœurs, puisqu'elle va, en plus, alors on peut l'excuser d'une certaine manière, parce qu'à 16 ans, on va la marier à son cousin Germain, donc, qui est François d'Assise, qui est le fils du troisième frère. Ferdinand VII avait 2 frères, Charles et François de Paul.
François de Paule avait donc un fils, François d'Assise, et pour réunir un petit peu, pour redonner un peu de légitimité à Isabelle, on l'a fait épouser son cousin François d'Assise. François d'Assise, hélas, pour lui, enfin pour la reine, pour elle surtout, parce que pour lui c'est sans doute moins important, n'a pas beaucoup de goût pour les femmes, on le surnomme Paquita, en plus apparemment il souffre d'une malformation du pénis, qui fait qu'il ne peut pas avoir de relations sexuelles normales. Tout ça fait que le mariage de cette pauvre Isabelle II se retrouve avec un mari qui la répugne. Elle confie que vous dire d'un homme qui pour sa nuit de noces porte une chemise plus brodée que la mienne. Donc elle aussi, comme sa mère, va avoir de nombreux amants qui seront certainement les pères successifs de ces différents enfants. Le plus connu d'entre eux, le capitaine Enrique Pimolto, qu'on surnommait le poulet royal, un polio réal, j'imagine, quelque chose comme ça, qui serait probablement le père d'Alphonse XII, donc le successeur d'Isabelle, son fils. Le fils d'Isabelle, quand même. Donc, il est quand même, comme elle lui a dit un jour, le seul sang Bourbon qui coule dans tes veines est le mien. On peut dire peut-être tant mieux d'ailleurs, parce que dans un jour où elle avait épousé son cousin Germain, les résultats n'auraient peut-être pas nécessairement été idéaux. Donc finalement, on a une branche issue d'Isabelle, qui est donc une branche qui normalement devrait être une branche bourbonne par les mâles, puisqu'elle avait épousé un Bourbon, un cousin Bourbon, mais étant donné le tempérament d'Isabelle, ils vont être surtout Bourbon par les femmes, ce qui est déjà normal. Mais bon. D'ailleurs, on raconte que François d'Assise, donc Paquita, recevait 1 million de RS pour présenter chaque enfant de la reine, chaque fois, parce qu'il fallait quand même qu'il le présente officiellement à la cour comme le sien. D'ailleurs, il disait, je ne sais pas où la reine va chercher ses grossesses. Donc, bon. Mais bon, il prenait ça assez bien, parce que lui, de son côté, effectivement, on le laissait tranquille. Et puis, bon, je pense qu'Isabelle II devait quand même être quelqu'un d'assez sympathique, donc finalement, ils s'entendaient assez bien tous les deux. Malgré tout, ce régime d'Isabelle II va finir dans un nouveau coup d'État. 1868, c'est la révolution, soulèvement militaire de la Gloriosa, avec les généraux Prime et Serrano. D'ailleurs, Serrano avait été un des amants d'Isabelle II. Au cri de mort aux Bourbons, mais mort aux coquins aussi, parce que alors Bourbonnesse et Bribonnesse, ça veut dire, on jouait sur les mots, Bribonnesse, ça veut dire les coquins, je pense. Donc on disait à la fois mort aux Bourbons et mort aux coquins. Donc l'exil d'Isabelle II, qui donc est remplacé par un prince de Savoie, Émile de Savoie, un prince italien, qui va rester très très peu de temps roi, ensuite on a une première république, fait long feu également, et puis finalement en 1874, donc assez rapidement, Alphonse XII, donc le fils d'Isabelle II et de point d'interrogation, va redevenir roi d'Espagne. Alphonse XII, lui, va mourir aussi assez rapidement, puisqu'il meurt de la tuberculose en 1885, à l'âge de 27 ans, mais en laissant son épouse enceinte, donc un fils posthume, qui donc c'est assez rare d'ailleurs, hein, Alphonse XIII, qui va donc naître en 1886, naît déjà roi, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire. Donc lui-même Alphonse XIII va régner sous la régence de sa mère, Marie-Christine d'Autriche. Il épousera lui-même en 1906 Victoria Eugénie de Battenberg, qui est une petite-fille de la reine Victoria, qui va, entre autres choses, apporter l'hémophilie dans la famille royale d'Espagne. Alphonse XIII, après des vicissitudes dans la première partie du XXe siècle, va finalement quitter le pouvoir en 1931, à la suite d'élections locales où les républicains avaient emporté la victoire, mais pour éviter une guerre civile, il ne va pas tellement l'éviter, puisque finalement la guerre civile va éclater 5 ans plus tard, il préfère donc quitter le pouvoir. Alors ce malheureux Alphonse XIII et sa progéniture vont connaître une véritable série noire, puisque comme je le disais, sa femme Victoria Eugénie Battenberg avait apporté l'hémophilie dans la famille royale, et donc 2 de ses fils vont être hémophiles. Donc Alphonse XIII avait 4 fils, hein, donc Alfonso, Gonzalo, Jaime et Juan. Donc Alfonso et Gonzalo, ils ne sont pas dans l'ordre, voilà, hein, Gonzalo était le plus jeune, mais
c'était plus simple de présenter les choses comme ça. Donc Alfonso et Gonzalo vont mourir, ils sont tous les deux hémophiles et vont mourir dans des accidents d'automobile, bon, parce qu'ils vont perdre leur sang au moindre contact, au moindre coup. Hein. Et puis, plus tard, le troisième fils, le deuxième fils, pardon, Jaime, qui est sourd-muet depuis la naissance à cause d'une, pas tout à fait la naissance, enfin depuis l'enfance à cause d'une mastoïdite, va renoncer également à ses droits au trône. Donc finalement, l'héritier du trône va se retrouver être Juan, donc le comte de Barcelone, le troisième fils. Juan va aussi avoir des malheurs, puisque un de ses fils, Alfonso, qui se prénomme Alfonso, il n'y a pas beaucoup de choix de prénoms, hein, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Hein. Le malheureux Alfonso va mourir d'un coup de pistolet, malheureusement tiré lorsqu'il était en train de s'amuser avec son frère en 1956, son frère Juan Carlos, le futur roi, avec des pistolets, le coup part, et puis malheureux Alfonso va mourir donc sur le coup. Donc l'Espagne pendant ce temps-là va être entrée en guerre civile en 1936, victoire de Franco, enfin tout ça je passe les détails, mais Franco, tout en instaurant sa dictature, décide très très rapidement que l'Espagne doit redevenir une monarchie, en tout cas sur le papier, c'est-à-dire que lui-même se considère en quelque sorte comme régent du roi qui n'est pas là. Donc il n'a pas envie de faire revenir Don Juan, parce que Don Juan a des positions politiques qui lui semblent un peu dangereuses pour lui. Donc il trouve un moyen qui est de s'occuper de l'éducation du fils de Don Juan, Juan Carlos, qui est né à Rome en 1938, et à partir de l'âge de 10 ans, il va le former, donc il veut venir en Espagne, et il va essayer de le former pour être le successeur de sa dictature, formé d'abord de formation militaire, et dans les trois armes, etc. Et donc, bien sûr, je passe là-dessus, on sait la suite, Juan Carlos donc, devient prince d'Espagne d'abord, revient au pouvoir en 1975, et va rétablir la démocratie en Espagne, en réussissant à les rétablir sans déclencher une guerre civile, ce qui n'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, depuis 2014, c'est son fils, donc, comme vous le savez, Philippe VI, qui est roi d'Espagne. Alors, revenons en France. Donc, en France, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là chez les Bourbons? On sait qu'en 1830, la branche aînée des Bourbons est chassée du trône par la révolution des Trois Glorieuses. Charles X va abdiquer. Charles X et son fils, donc, puisque on avait, donc Charles X avait un fils, le duc d'Angoulême, qui n'avait pas d'enfant, mais qui était quand même l'aîné, donc c'est lui qui devient roi, normalement. Tous les deux abdiquent immédiatement en faveur du petit-fils, donc Henri, comte de Chambord, duc de Bordeaux, qui devient donc Henri V qui va régner pendant quelques jours, puisque très rapidement, les Parisiens et les députés vont désigner comme roi des Français, donc le duc d'Orléans, le fameux Louis-Philippe dont on parlait tout à l'heure, qui devient donc le roi Louis-Philippe Ier. Alors, pour donc Henri V, ce fameux duc de Bordeaux, comte de Chambord, sa vie entière va être une vie d'exil, puisqu'il va mourir finalement seulement en 1883 à Frochdorf, en Autriche. Et pendant toute sa vie, il va, je dirais, être le détenteur, celui qui va en quelque sorte incarner la légitimité envers et contre tout, et envers, je dirais, contre tout changement et contre toute modernisation de la monarchie. Malgré tout, il y a une tentative de rapprochement entre les deux branches des Bourbons français, ce qu'on appellera la fusion, un peu à tort. Donc entre la branche, puisque je vous rappelle que Louis-Philippe lui aussi a été débarqué en 1848, donc on a d'un côté, son fils était mort entre-temps, on a comme chef de la famille d'Orléans Philippe, comte de Paris, pas encore Philippe VII, Philippe comte de Paris, donc qui est, selon les règles que j'ai éditées tout à l'heure, le successeur direct de Henri V, puisqu'Henri V est marié avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, donc il a... on attend qu'il meure finalement, et on sait que de toute manière, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, la couronne ira aux Orléans. Donc,
Donc on va essayer, je dirais, une tentative de fusion, de rapprochement, de réconciliation entre ces deux branches, qui quand même avaient eu des différends, pendant les dernières années donc de la vie du comte de Chambord. Alors j'ai édité personnellement, j'en ai 2 exemplaires, d'ailleurs si ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous, le journal intime que le comte de Chambord a publié a écrit de sa propre main pendant 40 ans, dans lequel chaque jour il notait ce qu'il faisait, les gens qu'il rencontrait, des analyses politiques, des choses comme ça. Quand on prend ce journal, il est terriblement discret, je dirais, sur la question dynastique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il détestait ce qu'était l'orléanisme, c'est-à-dire l'idée d'une monarchie constitutionnelle, d'une monarchie parlementaire. Constitutionnelle peut-être pas, mais en tout cas parlementaire, ça il était tout à fait contre l'orléanisme. Par contre, il n'a pas de haine, il aime plutôt bien ses cousins d'Orléans, qu'il rencontre parfois. Enfin, il n'y a pas d'animosité contre eux. Mais à aucun moment il ne prend une position véritablement claire dans son journal. Il reste toujours très très évasif. En tout cas, à aucun moment il ne déclare. On n'a pas l'impression que ça lui traverse même l'esprit que les princes espagnols pourraient être ses successeurs. Mais il reste, bon, c'est un peu après moi le déluge. Il reste toujours très très. On a l'impression, je pense qu'après avoir écrit ce bouquin, on a l'impression qu'il se dit de toute manière, après moi, ils feront autre chose, ils continueront pas ma pensée, ils continueront pas ma tradition, etc. Donc, d'une certaine manière, je m'en lave les mains, qu'ils se débrouillent. Il y a un petit peu cette idée-là, une espèce de politique du pire. Hein. Malgré tout, il y a un certain nombre de déclarations du comte de Chambord, en particulier en 1873, lorsqu'ils se sont rencontrés avec le comte de Paris, où il lui dit « Croyez que je trouve naturel que vous conserviez les opinions politiques dans lesquelles vous avez été élevé, libéral, l'héritier du trône peut avoir ses idées comme le roi a les siennes. » Il y a un certain nombre de moments quand même dans le journal où en filigrane, par exemple, à un moment il y a un député à l'Assemblée nationale sous la Troisième République qui fait un député royaliste qui fait un discours en disant nous pourrions rétablir la monarchie aujourd'hui, nous avons un roi, le comte de Chambord, nous avons un héritier du trône, le comte de Paris, alors allons-y. Et alors Chambord met dans son journal un tel a très bien parlé. Donc si un tel a très bien parlé en disant ça, ça veut dire qu'il était quand même d'accord. Vous voyez, on a toujours, et il dit les choses toujours de manière un peu indirecte. On a quand même un certain nombre de déclarations de ses proches, comme le marquis de Drobrézé, chef légitimiste proche de Chambord, qui, dans ses notes et souvenirs, dit « Monseigneur a toujours admis, telle est ma certitude, le droit de Monseigneur, de Monsieur le Comte de, on disait Monsieur le Comte de Paris à l'époque, Monsieur le Comte de Paris a dû succéder sur le trône de France. Il fut toujours persuadé que la presque unanimité des légitimistes le considérerait après sa mort comme son héritier. Si, dans son esprit, là c'est important, le droit à sa succession comme roi de France avait reposé sur une autre tête que celle de Monsieur le Comte de Paris, Monsieur le Comte de Chambord, qui plus que personne connaissait les dispositions d'esprit de son parti, eût certainement combattu l'opinion qui, parmi les royalistes, prévalait, dans la mesure dont nous parlions tout à l'heure, en faveur de ce prince. Il n'eût pas laissé s'enraciner une appréciation à ses yeux erronée, il se fut refusé avec la loyauté de son caractère à prendre une part même tacite au triomphe à venir de ce qu'il jugeait une usurpation. Il aurait cherché par l'intermédiaire de ses mandataires autorisés à éclairer ses fidèles, à diriger leur regard et leur dévouement vers le prince appelé à devenir leur roi, ou du moins celui de leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment très important comme déclaration, parce que c'est vrai que dans son journal, et toute la vie du comte de Chambord, le comte de Chambord, c'est un prince qui n'a pas arrêté de dire ce qu'il pensait vraiment, même pour cette histoire de drapeau blanc, etc., qui n'a jamais transigé sur aucun principe. Hein, il disait le principe est tout, mon principe est tout, et moi je ne suis rien, je ne sais plus quelle est la phrase exactement. Donc c'était vraiment un homme enfermé dans ses principes, et donc à aucun moment il n'aurait, s'il avait pensé par exemple qu'un Bourbon d'Espagne devait lui succéder, alors qu'il voyait que pratiquement tous les royalistes autour de lui, tous les légitimistes, imaginaient que les Orléans allaient devoir lui succéder, il l'aurait déclaré à un moment, il aurait dit non, vous vous trompez, ce n'est pas les Orléans, c'est le roi d'Espagne qui doit devenir mon successeur, etc. Donc vraiment, s'il n'y a pas de déclaration de Chambord, c'est que vraiment, je pense que ça l'ennuyait que ce soit
la branche d'Orléans qui lui succède, très franchement. Je pense qu'il n'était pas très content de la chose, mais il était enfermé dans son principe, puisqu'il était l'homme du principe. Pour une fois, le principe l'obligeait. À la mort donc, du comte de Chambord en 1883, la plupart des royalistes français légitimistes donc, vont reconnaître effectivement Philippe d'Orléans, comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, comme légitime héritier. Et là, c'est important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, parmi ceux qu'on appelle légitimistes, que j'appelle moi plutôt alfonsistes, il y a une ambiguïté qui est souvent nourrie, c'est-à-dire le fait de dire que, oui, le comte de Paris est l'héritier de Louis-Philippe. Et donc, à ce sens-là, effectivement, il est l'héritier d'une dynastie qui a régné au XIXe siècle. Mais les Orléans ne se sont jamais présentés depuis 1883 comme les héritiers de Louis-Philippe. À aucun moment, sinon le premier comte de Paris se serait appelé Louis-Philippe II, comme on avait voulu le faire. Donc, s'il prend le nom de Philippe VI, c'est bien qu'il se considère comme l'héritier légitime, et donc, je dirais ce qu'on appelle aujourd'hui orléanistes sont des légitimistes, et comme l'héritier légitime de la lignée des 43, comme on dira plus tard, des 43 qui ont fait la France. Donc, quand on parle aujourd'hui d'orléanisme, ou à partir de 1883, quand on parle d'orléanisme, je dirais qu'au niveau historique, c'est une erreur, ou c'est un mensonge. Il n'y a plus d'orléanistes depuis, je dirais même depuis 1873, à partir du moment où le comte de Paris est venu voir Chambord et il lui a dit je me remets dans le. Voilà, l'usurpation de mon grand-père est terminée et est oubliée, je me remets dans la lignée légitime du trône. Donc, il n'y a plus d'orléanistes, le mot orléaniste n'a aucun sens aujourd'hui. Je dirais qu'il n'y a que des légitimistes, mais évidemment qui considèrent qu'ils ne sont pas d'accord sur le roi légitime à déterminer. Il n'y a pas de. Sans se laisser enfermer dans le mot orléaniste est un piège, parce que c'est accepter que le comte de Paris n'est pas légitime. Et cette ambiguïté est souvent utilisée, encore aujourd'hui. Alors bien sûr, un certain nombre, si la quasi-totalité des royalistes légitimistes vont aller vers le comte de Paris en reconnaissant bon gré mal gré comme l'héritier, un petit nombre autour de la comtesse de Chambord, Marie-Thérèse de Modène, donc vont, eux, choisir les Bourbons d'Espagne. Pourquoi la comtesse de Chambord choisit les Bourbons d'Espagne? La comtesse de Chambord était Marie-Thérèse de Modène. Donc, elle avait une sœur qui était Marie-Béatrice de Modène, qui avait épousé Juan de Bourbon, comte de Montizon, qui était donc le carliste, je dirais, l'aîné de la branche carliste de l'époque. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, Henri, le comte de Chambord, était, par alliance, l'oncle du fils Charles, le futur duc de Madrid, donc le futur chef de la branche carliste. Donc, pour la duchesse de la comtesse de Chambord, si vous voulez, les Bourbons d'Espagne étaient finalement plus proches d'elle par le sang, puisque son neveu, Don Carlos, le futur Don Carlos, duc de Madrid, était le fils de sa propre sœur. Ce qui expliquera pourquoi d'ailleurs elle va lui léguer le château de Froschdorf, le château qui appartenait à la famille en Autriche. Pourquoi c'est pas parce qu'elle le considérait comme le chef de la Maison de France, même si d'une certaine manière elle le considérait aussi, mais c'est aussi parce que c'était son neveu. Et donc par lien de famille, elle lui a légué ce château. Aussi au moment des funérailles du comte de Chambord, c'est elle, la comtesse de Chambord, qui va empêcher le comte de Paris de mener le deuil, etc. Enfin, tout un tas de petits désagréments. Elle fait la déclaration suivante, d'ailleurs au moment du funérail: connaissant les intentions de mon mari, soit les intentions de son mari, elle devait un peu les réécrire, je déclare que je veux que son enterrement soit un acte de famille et pas un acte politique, et que la place de chacun soit réglée par le degré de parenté. Vous voyez, effectivement, donc en jouant sur cette histoire de parenté, elle permettait donc au duc de Parme, qui était le neveu du comte de Chambord, puisque le comte de Chambord, sa sœur Louise avait épousé le duc de Parme, donc les Bourbons Parme étaient ses neveux, et puis de l'autre côté, les Bourbons d'Espagne
une branche des Bourbons d'Espagne a été aussi ses neveux, donc la comtesse de Chambord pouvait aisément les mettre en avant. Par contre, à un moment, le comte de Damas, donc un royaliste, va lui demander « Mais madame reconnaît bien le comte de Paris comme héritier légitime du comte de Chambord ?» Et la comtesse de Chambord a répondu « Oui, certainement, cela je ne peux l'empêcher. » Donc elle ne le reconnaît pas comme héritier, je dirais, qui est familial, mais elle est bien obligée de le reconnaître comme héritier politique. Alors pourquoi ce refus des Orléans par une petite fraction des royalistes? Eh bien simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'épisode de Philippe Égalité, donc qui avait voté la mort de son cousin Louis XVI, deuxième couche, l'usurpation de Louis-Philippe en 1830, et tout ça bon, fait qu'un certain nombre de royalistes, particulièrement ultra, en plus opposés à l'idée d'une monarchie constitutionnelle, d'une monarchie moderne, vont à ce moment-là soit se retirer complètement de la vie politique, sont enfermés dans leur château, soit choisir pour certains donc les Bourbons d'Espagne, soit choisir même aussi les Lonsdorff, donc une éventuelle survivance de Louis XVII, dont on sait qu'elle est fausse maintenant, soit éventuellement ce qu'on appelle le providentialisme, c'est-à-dire de dire eh ben, le Dieu choisira le moment venu le roi qu'il faudra mettre sur le trône. Comme ça, c'est une façon aussi simple de faire. Et puis chez les anciens orléanistes, donc ceux qui étaient attachés finalement à la dynastie Orléans en tant que dynastie constitutionnelle de 1830, etc., beaucoup se sont ralliés à la Troisième République. Donc on a une sorte de glissement des royalistes un petit peu d'une certaine manière, vers la droite, c'est-à-dire que ceux qui étaient le plus à gauche, le plus libéraux vont du coup devenir pour certains républicains, les Orléans vont se retrouver avec une partie de leurs fidèles, mais vont récupérer aussi une partie des légitimistes qui sont beaucoup plus réacs, si on peut dire, pour utiliser un terme un peu vulgaire. Pour reprendre un peu, mais on en a déjà pas mal parlé dans le cours de cette conférence, quels sont les arguments qui sont avancés à ce moment-là par les partisans de Juan de Montizon, donc qui est le chef des carlistes en Espagne, mais qui devient aussi, pour ces légitimistes, c'est ce qu'on appelle blanc d'Espagne, ces néo-légitimistes français, aussi le chef de la Maison de France. Eh bien, c'est l'idée d'une vision fixiste de la loi successorale. S'attacher à une lettre de la loi et un nom à l'esprit. La loi de la coutume successorale en France, comme je disais tout à l'heure, son esprit, c'était l'idée qu'un prince étranger, d'éviter par tous les moyens, donc en créant des nouvelles règles au fur et à mesure, d'éviter qu'un prince étranger puisse devenir roi de France, puisse être imposé à la nation française. Ça, c'est ça le fond de la coutume successorale. Or, les néo-légitimistes, pour utiliser ce terme, vont, eux, s'attacher à une espèce de vision intangible, une espèce de table de la loi qui serait une vision juridique très, très stricte de règles de succession qui ferait qu'aucun prince, quel que soit son destin, même s'il s'est installé à l'étranger, même s'il est devenu roi d'une nation étrangère, eh bien, aucun prince, parce qu'il est du sang de France, ne peut être écarté de la succession. Ça s'oppose donc à ce principe de nationalité, comme j'ai dit tout à l'heure, qui émerge petit à petit depuis la guerre de 100 ans, avec les fils de Philippe le Bel, puis ensuite la bagarre des Valois contre les Anglais, etc. Oui, l'argument, donc, c'est l'idée que le trône est l'indisponibilité du trône, c'est une espèce de notion comme ça qui apparaît, qu'il y a une vocation irrémissible d'un prince, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est prince français issu de cette lignée, on ne peut abdiquer, on ne peut perdre ses droits, on n'a même pas le droit de s'en dépouiller soi-même. Or, on a vu que Charles X et son fils, le duc d'Angoulême, avait abdiqué quand même à un moment. Donc, les seuls moments où ça a été, je dirais, appliqué à un moment dans l'histoire de France, et à ce moment-là, les rois ont choisi de le faire. Donc, ça prouve bien que c'est possible. Et que,
bien sûr, le principe de renonciation, en fait, à une succession future est très clairement présent dans le droit de l'Ancien Régime. Et ça, on le voit aussi dans le cadre des contrats de mariage, par exemple. L'idée qu'on peut renoncer à un droit à venir est quelque chose qui existe toujours, qui existait déjà sous l'Ancien Régime. Alors, on va finir avec je dirais, avec cette lignée un peu parallèle des rois blancs d'Espagne, pour finir. Donc, on part avec Don Juan, des rois, au dépit de leur plein gré, on pourrait dire d'une certaine manière, pour la plupart, parce que la plupart ont fait peu acte je dirais, de candidature au Tour de France, en tout cas parmi les premiers, dont Juan, comte de Montizon, donc, qui est le fils du fameux premier Don Carlos, le premier Don Carlos qui avait lancé les premières guerres carlistes contre Isabelle II. Lui, c'est un homme qui est tout à fait libéral. Alors là, c'est pour ça aussi que j'imagine le comte de Chambord n'aurait pas été le chercher pour devenir roi de France, parce qu'il était sans doute à la session encore pire que les pires des princes d'Orléans. Donc il était progressiste et libéral, partisan de la souveraineté nationale, séparé de son épouse, donc la sœur de la comtesse de Chambord. On peut le comprendre parce que ça ne devait pas être des femmes très, très amusantes, les princesses de Modène. Donc séparé de son épouse et de ses fils. En plus, il a fait sa soumission à Isabelle II en 1862. Donc il se retrouve bombardé chef de la maison de Bourbon et de la maison de France par une poignée de légitimistes. Il dit simplement que, à un moment, il fait une déclaration qu'on lui fait peut-être faire d'ailleurs. Il dit, devenu chef de la maison de Bourbon par la mort de mon beau-frère et cousin, monsieur le comte de Chambord, je déclare ne renoncer à aucun des droits au Tour de France que je tiens de ma naissance. Bon, tout ça reste c'est à peu près tout ce qu'il va faire comme déclaration et comme action. Son fils, donc Don Carlos, qui pour les néo-légitimistes en France, et donc, alors en Espagne, pour les carlistes, il est Charles VII, et en France, il est Charles XI. Donc, il a la double casquette, en quelque sorte. Donc lui, il s'intéresse uniquement à l'Espagne, il a repris le flambeau carliste, il parle de la force des gains indissolubles qu'il attache à l'Espagne. Il affirmera, c'est à elle seule que j'appartiens et je lui appartiendrai toujours. Mais malgré tout, à la demande de quelques partisans français, de temps en temps, il va revendiquer son statut de chef de la maison de Bourbon. C'est lui, par exemple, qui va recevoir le cœur de Louis XVII en 1895, quand il était à Venise. On vient lui apporter le cœur de Louis XVII. Voilà, il fait un certain nombre d'actes comme ça symboliques, mais il n'a pas aucune action politique. Et en plus, ce qui est assez intéressant et ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, à partir de 1886, la Troisième République a exilé les chefs des maisons ayant régné sur la France, c'est-à-dire la maison royale et la maison impériale, donc les Bonaparte. Donc le comte de Paris de l'époque quitte le français, obligé, avec son fils. Et à ce moment-là, les Bourbons d'Espagne ne sont absolument pas touchés par cette mesure. La plupart du temps, beaucoup vont vivre en France, ils ont souvent des résidences à Paris, etc. Donc ils ne seront jamais inquiétés du tout par cette loi d'exil. Il vaut bien que la République, c'est pas à la République de décider qui doit être le chef de la Maison de France. Enfin, en tout cas, ça faut bien que la République ne les considérait pas du tout, n'imaginait même pas qu'on pouvait les considérer comme chef de la Maison de France. Donc ce duc de Madrid meurt en 1909, son fils Jacques Jaime, Jacques en français, donc, qui est aussi duc de Madrid, il prend le titre du duc d'Anjou, donc il reprend le titre de son ancêtre lointain après 1918. Lui vit beaucoup au château de Froche-d'Or, donc il a hérité de sa grand-tante. Il voyage beaucoup à Paris, il vit à Paris, voyage beaucoup, il vit à Paris, à Mioche. Bon, c'est un homme assez... je dirais qu'il n'a pas beaucoup d'envergure, qui est très léger, etc. D'ailleurs, il y a eu dans les souvenirs de paléologue, de Maurice Paléologue, l'ambassadeur de France, il visite Froche-d'Or un jour avec un ami, et puis donc il est reçu par Jaime, là, qui l'épouvante. Il fume des gros cigares, il fait venir sa maîtresse, enfin il y a tout un tas de choses. À la fin, il dit qu'est-ce que c'est que cet arsouille qui possède le château des Grands de France. Enfin bon, en tout cas, Maurice Paléologue n'est pas tellement convaincu par le duc de Madrid en question.
À sa mort en 1931, lui n'a pas d'enfant, donc finalement le dernier de la branche carliste, c'est son oncle Alphonse, donc qui était le frère de son père, qui donc Alphonse, duc de Saint-Gène, ou Saint-Raimé, je ne sais pas comment, Saint-Raimé, voilà, donc qui est un vieux monsieur de 82 ans et qui va être donc le dernier carliste, le dernier de la branche descendante donc, du premier Don Carlos et qui meurt en 1936. Alors là, ça devient amusant parce que donc jusqu'à maintenant, on avait des rois de France qui n'étaient pas rois d'Espagne en même temps, donc enfin des rois de France entre guillemets, hein, des rois de France version néo-légitimiste qui se trouvait être une branche qui n'était pas sur le trône, mais là, à la mort du dernier carliste, ben, qui devient le roi légitime au trône d'Espagne, selon c'est devient Alphonse XIII, puisque Alphonse XIII, hein, cette branche-là étant disparue, eh bien, Alphonse XIII, en tant que petit-fils, entre guillemets, de François d'Assise, donc devient le chef des Bourbons d'Espagne, en ligne masculine. Et en même temps, donc, selon la logique bizarroïde des origines, donc Alphonse XIII devient le roi de France, Alphonse II, puisqu'on avait déjà eu son oncle qui était Alphonse Ier. Donc on a un Alphonse XIII qui, entre 1936 et 1941, va se retrouver roi de France sans, je ne sais même pas s'il le sait vraiment, en tout cas il n'a fait aucun acte pour essayer de s'installer à l'Élysée ou à Versailles. Et en tout cas, voilà. Donc, cette tradition, alors d'un côté, la tradition carliste d'Espagne, qui s'était arrêtée en 1936, va être reprise, parce que là encore, comme en France, il y a certains carlistes, hein, je dirais, qui ne veulent pas entendre parler des descendants d'Isabelle II, et qui donc vont se tourner vers une autre branche, alors la branche des Bourbons-Parme, hein, donc les branches des Bourbons-Parme, c'est donc la branche de Bourbon-Parme qui descend du dernier fils de Philippe d'Anjou, de Philippe V. Et donc, ces carlistes, je dirais, irréductibles, vont absolument pas reconnaître Alphonse XIII comme le nouveau chef de la maison de Bourbon, mais ils vont nommer une sorte d'abord un régent, donc François-Xavier de Bourbon-Parme, donc qui devient régent de la cause carliste, puis plus ou moins roi délivré des carlistes, à qui succédera donc en 1977 son fils Carlos Hugo. Alors on peut l'appeler Charles Hugues si on le dit en français, on peut l'appeler Carlos Hugo si on considère qu'il est roi d'Espagne, on peut l'appeler Carlo Hugo si on considère qu'il est duc de Parme, donc on choisit comme on veut. Voilà, donc il était né en 1930, Carlo Hugo, il avait épousé, on s'en souvient, Irène des Pays-Bas, et donc il a, lui, représenté dans ce carlisme contemporain la branche progressiste et socialiste un peu du carlisme, parce qu'il faut voir que le carlisme aussi est enfin je pense que beaucoup de gens connaissent ici tout cela, a deux visages en Espagne, un visage plus de gauche, voire d'extrême gauche, côté gestionnaire, etc., et puis un visage extrêmement traditionnaliste, et jusqu'à que les deux factions se battent, et que le sang coule même. Hein. Puisque d'un côté, on va voir donc Carlos Hugo qui va être donc chef des carlistes socialistes, entre guillemets, pour simplifier, et puis en face, son frère, donc Sixte Henri, qui est toujours vivant, Sixte Henri de Bourbon-Parme, né en 1940, le plus jeune de la famille, qui lui va se mettre à la tête de la communion traditionnaliste avec le titre de duc d'Aranjuez. Je trouve que c'est assez joli, enfant d'Espagne. Et donc on sait qu'en 1976, par exemple, il y a eu un affrontement violent entre les carlistes des deux bords qui a fait un mort. Alors de ce côté, donc à la mort d'Alphonse XIII, nos néo-légitimistes français, qu'on peut appeler alphonsistes, se retrouvent donc à chercher un nouveau roi. Alors bien sûr, c'est un des fils d'Alphonse XIII. Donc le fils aîné d'Alphonse XIII, enfin l'aîné des fils survivants d'Alphonse XIII, c'est le fameux Raimé dont j'ai parlé tout à l'heure, sourd-muet à la naissance, enfin sourd-muet à la suite d'une mastoïdite, qui avait renoncé à ses droits en Espagne en 1933 au profit de son frère Cadet Juan, comte de Barcelone, et qui se trouvait donc un peu sur la touche, disponible finalement, puisqu'il était en déshérence du trône d'Espagne, donc il avait épousé une certaine Emmanuela de Dampierre, qui était
qui était française par son père, donc bon, on revenait un petit peu du côté français, ce qui va permettre d'ailleurs à son fils, grâce à cette grand-mère, à cette mère demi-française, d'obtenir la nationalité française tardivement. Donc Jaime, duc de Ségovie, donc, qui n'est plus en course pour le trône d'Espagne, va donc prendre le titre de duc de Madrid pour l'Espagne, parce qu'il continue quand même plus ou moins à se dire qu'il pourrait peut-être devenir roi d'Espagne, peut-être malgré tout, de revenir sur ses renonciations. Et puis alors, en France, le titre du duc d'Anjou. Donc c'est à partir des années 50, justement, que le légitimisme français, enfin ce néo-légitimisme français va être revivifié, parce qu'il avait complètement disparu entre les deux guerres, par une poignée de Français qui vont aller chercher donc, ce duc de Ségovie et je dirais, l'instrumentaliser pour en faire un prétendant présentable, difficilement présentable, parce que je ne l'ai pas connu, mais je crois qu'il parlait pratiquement pas, donc ça devait être assez difficile d'avoir un dialogue politique avec lui, mais bon, voilà. Donc ce duc de Ségovie devient le prétendant, donc devient Jacques II ou Henri, je ne sais plus combien, 7 ou 8 ou quelque chose comme ça, voilà. Donc il y a une nouvelle, voilà, une renaissance de ce courant après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le comte de Paris de l'époque, donc votre père, monseigneur, ayant pris un certain nombre de positions qui déplaisaient à certains royalistes, j'imagine, dans ces cas-là, les royalistes deviennent républicains et choisissent leur prince et se disent, on va chercher un autre qui nous convient mieux. S'il est muet, c'est aussi bien, parce que comme ça, il nous contredira moins. Voilà, donc je pense que c'est un peu de ce côté-là qu'il faut comprendre les choses. Donc ce Jaime va avoir deux fils, Alfonso et Gonzalo. Alfonso, donc, duc de Cadix, qui épousera une petite fille du général Franco, et donc va, lui, continuer cette lignée. Il meurt en 1989, lui-même dans un accident de ski, et aujourd'hui, chacun sait que donc, cette tendance est représentée par son fils, donc Louis-Alphonse, Luis Alfonso, qui est, que Thierry Ardisson appelle Louis XX, et qui est donc marié avec une vénézuélienne et qui a donc deux fils, Louis et Alphonse. Vous voyez, on ne change pas beaucoup les prénoms qui gagnent, qui ont été donc titrés duc de Bourgogne et duc de Berry. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là. On pourrait aussi parler, pour compliquer encore les choses, entre Bourbon d'Espagne et Bourbon de France, des mariages, différents mariages qui ont pu exister entre les Orléans et puis les Bourbons d'Espagne. Par exemple, la sœur d'Isabelle de Louis Ferdinand qui a épousé un prince d'Orléans et puis qui a donné les ducs de Galliera, ou Juan Carlos qui est Orléans par sa mère aussi, puisqu'il a une grand-mère Orléans. Voilà. Donc ça, on pourrait s'amuser à grimper dans les branches des arbres généalogiques. Moi, je pense que j'ai assez parlé, on va peut-être s'arrêter là. Si vous avez des questions sur tel ou tel point, je suis à votre disposition.